Les femmes représentent la moitié de l'humanité. La place qu'on lui accorde dans la société, la condition féminine, est révélatrice des mentalités et des modes de pouvoir. Les droits de la femme font partie intégrante des droits de l'homme. Ils sont promus à ce titre par la communauté internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces droits sont encore bafoués de par le monde. La femme est une victime privilégiée lors des conflits armés comme dans le huis clos de la sphère domestique. Est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient ? En un siècle, le statut de la femme a fait des pas de géant. La femme ne se veut plus ni membre du sexe faible, ni éternelle mineure, ni forcément épouse, ni forcément mère. Elle revendique aujourd'hui la place d'adulte à part entière, maître de son destin. « 1791. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. 1792. La loi permet le divorce par consentement mutuel. Alors je m'appelle Mariam, j'ai 18 ans, j'aurai 19 ans dans 2 mois. Je suis en première année de LLCER, c'est une licence d'anglais, littéraire et linguistique et de civilisation anglaise. Et j'habite aux Antilles. Pour moi, la femme aujourd'hui, ça peut avoir plusieurs définitions. Il y a la femme se sentir femme, parce que, par exemple, quelques siècles avant, on aurait dit qu'une femme, ce serait un être humain avec un organe génital féminin, alors qu'aujourd'hui, une femme, c'est seulement un être qui se sent femme et qui, au fond de soi, sent que c'est une femme et qui n'a pas forcément besoin d'avoir cet organe génital féminin. Pour moi, la femme, elle peut totalement vivre seule. Vraiment... Si il y a des millions de femmes qui vivent seules depuis très longtemps et puis parfois même toute leur vie, je vois pas pourquoi elles ont forcément besoin d'être en collaboration avec quelqu'un pour vivre. Je vois à un niveau assez mondial, parce que pour moi il n'y a pas que forcément notre pays qui compte et que le droit de la femme, c'est universel, ça devrait être dans tout le monde. Et pour moi en France on a assez de chance les femmes, parce que quand on va comparer à des pays pas si lointains et qui vivent dans la même ère que nous, dans le même temps, et lorsqu'on voit la condition des femmes politiquement ou dans les mœurs, c'est très arriéré par rapport à nous, bien entendu, parce que forcément les cultures ne sont pas les mêmes et les mœurs aussi. En France, je trouve qu'on a quand même assez de droits entre guillemets. Bon, il y a encore un peu de travail comme je l'ai déjà dit, mais il y a des détails qui sont très importants et qu'on oublie, parce que forcément, oui, vous avez le droit de vote, c'est déjà ça. J'ai une sœur qui travaille dans le social et il y a un détail, c'était dans une discussion et moi ça m'a beaucoup heurté, c'est que dans les foyers qui accueillent les femmes, elles ont 2 fois moins de place, sur Rouen en tout cas, les femmes, elles ont 2 fois moins de place que les hommes. L'excuse, c'est, écoutez, il y a beaucoup plus d'hommes sans-abri que de femmes. Si on fait à chaque fois en proportionnalité en fonction des personnes, on n'a pas fini, parce que déjà que je trouve qu'il n'y a pas assez de place, alors si en plus les femmes en ont 2 fois moins que les hommes, c'est catastrophique. C'est invisible en fait. Et honnêtement, je trouve ça aberrant. Je vais prendre l'exemple de la France. On y est toujours un petit peu presque, mais il y a toujours quelque chose qui va nous dire que elles n'ont pas trop le pouvoir non plus. Puis même si une femme a le pouvoir, forcément elle va devoir faire face à des remarques. Ça va toujours faire polémique. Toutes ces actions vont être encore plus surveillées. Je dis pas que les femmes font moins d'erreurs, mais il y a des hommes qui ont beaucoup de pouvoir et qui font des erreurs, mais qui sont... on peut pas laisser passer, quoi. Déjà, arriver au pouvoir pour une femme, c'est extrêmement difficile, mais être au pouvoir, ça l'est encore plus. Recevoir des remarques à plein temps, et puis sur des choses bêtes. Un homme, on le remarquera jamais. Oui, son costard, la chemise a été mal fermée. On dira rien. Une femme, sa robe est un peu trop courte, sa robe est un peu trop ouverte. Ça donne pas trop envie d'être au pouvoir non plus, quoi. Je pense que ça fait peur aux hommes de savoir qu'une femme puisse arriver au pouvoir, parce que forcément leur place va être mise en jeu et puis leur ego aussi, entre guillemets. Et donc déjà que les femmes ont eu le droit de vote en 1944, alors il a fallu encore quelques temps pour que les femmes puissent avoir ce pouvoir et utiliser ce pouvoir. Parce que lorsqu'on vous donne un pouvoir comme ça d'un coup,
on a du mal à l'utiliser. On se dit, ouh là là, qu'est-ce qui se passe, comment on l'utilise, et on ne sait pas trop, sachant qu'on a été privé de ce pouvoir pendant très longtemps. Pour qu'une femme arrive au pouvoir, vous parlez d'Édith Cresson en 91, eh ben, il a fallu le temps aux femmes pour faire confiance à une femme au pouvoir, parce que forcément on a eu l'habitude d'avoir des hommes. Et donc je pense que c'est pour ça que ça arrive aussi tard. On parlait des inégalités, que ce soit raciales ou au niveau du genre. Les inégalités raciales, elles ont été effacées et elles se sont de plus en plus effacées lorsqu'on a commencé à parler d'une seule race. On arrivera à un moment, forcément, on se dira « Oh bah, pour plus du tout qu'il y ait cette différence entre les deux, on devra dire ni d'homme ni femme ». Et je pense que, bon, c'est une idée un peu utopique, hein, forcément, c'est un peu rêveur, mais je pense que ce serait possible, honnêtement, dans bien longtemps encore, hein, parce qu'on a encore beaucoup de travail, d'arriver à un moment où on se dira « Oui, bah écoutez, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes ». Puis, bon, ça fait peur, forcément. On pourra arriver à un moment où il ne devrait plus y avoir cette différence, honnêtement, puis que ce soit dans n'importe quoi. Oh, il n'y a pas de journée de l'homme, je ne sais pas pourquoi il y aurait une journée de la femme. Il y a des choses qui sont faites pour la femme, je trouve ça hyper bien, je ne vais pas dire le contraire, mais je trouve que parfois, il y a des choses, c'est un peu lourd. Par exemple, nous avons les mercredis en jupe, etc. Je trouve qu'en fait, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il y a tellement de choses qui nous disent la femme, la femme, la femme, et on dirait que tout est fait en sorte pour que les gens ils disent oh bah c'est bon, les femmes ça devient lourd. La journée de la femme, honnêtement, je pense que ça partit d'une bonne intention, mais la manière dont c'est utilisé, ça devient un peu vicieux. Ça devient lourd en fait pour les gens, et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'une journée pour prouver qui on est, quoi. Je pense que j'aimerais que les changements politiques qu'on essaie de faire en faveur des femmes soient un peu plus réfléchis et qu'ils soient amenés un peu plus doucement, parce que comme je vous ai dit, ils essaient de trop faire en bloc et d'un coup, et je trouve que les gens ça leur fait peur, et faire en sorte que les gens s'intéressent un peu plus à pourquoi cette décision là, pas forcément leur dire ce sera comme ça à partir de maintenant, à partir de telle date ce sera comme ça. Parce que bon, rien peut nous faire réfléchir, hein. Moi, c'est le mot école maternelle qui m'a fait réfléchir. Mon prof, il m'a dit école maternelle, il m'a dit pourquoi on dit école maternelle, j'ai réfléchi pendant une journée. Donc bon. 1920. Contraception considérée comme un crime. Je suis Jacqueline Arougeau, j'ai 51 ans, j'habite les Andelys. Je suis aide médico-psychologique et je travaille auprès de déficients intellectuels profonds, à côté de Vernon. Alors, indépendante dans ses idées, peu importe qu'elle soit accompagnée ou pas. Moi, par exemple, je suis seule avec mon fils. Donc, c'est aussi pouvoir penser par nous-mêmes. Et puis, une femme indépendante, oui, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour penser à sa place. Ça, je trouve que c'est important. Alors, ça peut être compliqué au niveau d'un budget, parce que étant donné qu'il n'y a qu'un salaire au lieu de deux, donc forcément, il y a des choses qu'on est obligé un petit peu de laisser de côté, ce qui est évident. Et puis... ça a aussi l'avantage de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire quand on veut, donc c'est aussi pas mal. Parfois de ne pas être obligé de demander, ou pas forcément demander, mais de pouvoir soumettre une idée ou des choses comme ça. Donc ça aussi. Moi je suis super fière quand je vois encore des photos de Simone Veil, je trouve qu'elles ont fait plein de choses, et puis je me dis qu'aujourd'hui il faut continuer quand même ce combat, parce que ça pourrait vite régresser, et puis... on voit aussi beaucoup de choses, des tags, des choses qui se passent un peu dans la rue. Donc je trouve qu'il ne faut pas non plus s'endormir là-dessus et se dire ce qui a été acquis, il faut quand même le maintenir. Et c'est pour ça que les journées des droits des femmes, c'est aussi important pour un peu voir un petit peu les acquis qu'on a eus et surtout les maintenir, quoi, et puis les garder dans la vie quotidienne. Et oui, il faut quand même, ça permet peut-être un moment de faire le point, de faire le bilan de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Peut-être je le vois plus un peu comme un bilan, comme de voir un petit peu ce qui est acquis. Pas forcément de tout revendiquer ce jour-là, mais ça peut être un jour où on fait le point, voilà. Plus dans ce sens-là, moi, tout simplement. Je pense que oui, c'est nécessaire, parce qu'il y a aussi un peu d'esclavage sur Paris. Enfin, il y a encore plein de choses qui se passent. Il y a des femmes qui sont battues et c'est pas normal. Je pense que oui, elle est existante, pas seulement en France, mais ça peut être aussi à travers l'Europe et le monde. Alors moi j'ai jamais été très embêtée, parce que déjà il y a peut-être les caractères qui font que... Et puis je suis dans un milieu essentiellement féminin, donc je suis aussi peut-être un peu partagée. Il y a aussi des fois où j'entends aussi certaines femmes qui sont un peu excessives par rapport à ça, on peut plus non plus rien dire, enfin que ce soit homme, femme ou peu importe, quoi. Enfin, je trouve que maintenant la parole n'est pas tellement libérée, donc il faut faire attention un petit peu qu'il y ait un rééquilibre. Il y a aussi parfois des femmes qui savent aussi taquiner les hommes. Enfin, je suis pas non plus centrée que sur la femme. C'est bien quand même qu'il y ait aussi en politique beaucoup plus de femmes. Dans plusieurs milieux, nous on manque d'hommes, donc je trouve que c'est bien quand il y a des hommes qui viennent, parce qu'ils apportent aussi ce que les femmes n'apportent pas forcément.
Donc je trouve que la parité, ça apporte quand même un raisonnement autre. Et puis non, je trouve que c'est bien. Je pense que pour les femmes politiques, c'est pas toujours simple non plus. Hein. Celles qui ont... Enfin, quand on discute avec certaines personnes dans un milieu d'hommes, enfin, je pense qu'elles s'accrochent. Hein. C'est pas gagné. Des milieux comme ça qui sont pas gagnés. Pour moi, le fait d'être une femme, ça m'empêche pas de faire quoi que ce soit. Je pense que je me donne les moyens et puis de toute façon... Je ne me vois pas quelqu'un me dire parce que je suis une femme, je ne peux pas le faire. Mais je pense quand même qu'il faut de l'énergie parce qu'il y a certaines choses où... Enfin, peut-être certains domaines, mais non, je trouve que ça m'empêche. Non, rien ne m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire à l'heure d'aujourd'hui. 1944. Droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Je suis Christine Warlop, j'arrive dans ma 70e année, donc à la retraite depuis 10 ans. Lorsque j'étais dans la vie active, j'ai exercé un seul métier dans plusieurs établissements en tant qu'éducatrice. On a fait en sorte que la femme ne soit pas autonome quand elle a commencé à travailler. Par exemple, dans les métiers, que ce soit les métiers d'éducation, les métiers de santé, c'était essentiellement des femmes. D'où le fait que ces salaires-là sont toujours inférieurs à d'autres salaires. Il suffit de regarder par exemple un surveillant de prison, il démarre à un salaire plus élevé qu'un instituteur. Qu'est-ce que ça veut dire un pays où les gardiens de prison ont une reconnaissance supérieure à ceux qui enseignent ou qui soignent? Je pense que là, il y a quand même un problème très ancien qu'on ne veut pas voir. Ces messieurs ont bien du mal à laisser le pouvoir à ces dames. Je dirais aussi qu'il y a eu sûrement dans les débuts où les femmes ont eu des pouvoirs, elles ont eu besoin d'être à l'image des hommes. Elles ne se sont pas autorisées à exercer le pouvoir à leur manière. Moi je vois dans mon métier, on avait un métier où on était 80% de femmes, et quand on passait au niveau des cadres, c'était 80% d'hommes. Pourquoi? Les premières fois où les femmes sont allées se plaindre dans des commissariats, etc., elles étaient reçues par des hommes. C'est quand même assez récent qu'on mette des femmes à cette responsabilité de recevoir d'autres femmes en situation de détresse, de violence. Je pense qu'il fallut tout ce temps-là pour qu'on puisse écouter cette parole-là sans la juger. On a toujours dit c'est de leur faute. C'est de leur faute. Ou il n'y a pas de fumée sans feu, ou des choses comme ça. Une femme qui est victime de violence, que ce soit uniquement une violence physique ou une violence sexuelle, on va la sortir de chez elle. On ne va pas dire c'est à l'homme de partir. Normalement, ça devrait être comme ça. On la laisse à sa place dans l'appartement avec les enfants et c'est l'homme qu'on va retirer. Alors que maintenant, on retire la femme et on la cache. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le montrer, c'est très compliqué. C'est pas puni. Le nombre de fois où on dit aux femmes, on verra, ou vous êtes sûr, vous voulez vraiment porter plainte, vous savez comment ça va être difficile pour vous, vous savez que vous allez on va vous regarder, on va vous voir. Surtout parce on sait quand même que bien souvent, la plainte a du mal à aboutir, quoi. La journée de la femme, ça m'énerve. Ça devient un alibi. On a fait la journée de la femme, donc ce jour-là, on en parle, ce jour-là, et puis le lendemain, on va rester dans notre routine. Ça donne bonne conscience, sûrement. Et puis ces histoires des journées, enfin, il y a la journée des toilettes, la journée des arbres, la journée de n'importe quoi, et la femme, elle est mise pareil, quoi. La journée de la femme, terminé. Je rencontre des jeunes femmes avec de jeunes enfants. Et déjà dans mon travail d'éducatrice, j'avais entendu ça. Elle aura bientôt 16 ans, tant mieux, elle pourra faire des enfants, elle partira de la maison, elle aura un logement. Et je trouve qu'à l'époque actuelle, c'est un peu terrible de rencontrer des jeunes femmes qui ne peuvent
s'épanouir ou avoir un statut encore que par leur rôle de mère. Où on arrive à avoir de jeunes femmes qui sont malheureuses, mais à qui on va dire reste chez toi, élève tes enfants, t'as pas besoin d'aller travailler, tu vas avoir les minima sociaux et tu te débrouilleras très bien avec ça. Je voudrais ne plus entendre ça. Je trouve ça terrible, hein. Surtout quand on peut offrir autre chose. Dernièrement, j'ai vu une jeune femme à qui on a donné du travail et qui, quand on l'a embauchée, a pleuré, a éclaté en sanglots en disant « Vous vous rendez compte, c'est la première fois que par mon travail, avec ce que j'ai gagné moi, je vais pouvoir nourrir mes enfants. » Je voudrais tellement que ça passe. Bien sûr qu'il faut aider, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un vocabulaire, trouver quelque chose pour démontrer que la vie d'une jeune femme, ce n'est pas faire des enfants pour pouvoir vivre. 1965. Les femmes peuvent travailler sans l'autorisation du mari. Donc je m'appelle Julie Hébrard, j'ai 19 ans, je viens d'une petite ville qui s'appelle Les Andelys en Normandie et je suis actuellement à Sciences Po, Paris, sur le campus de Reims. Donc c'est Sciences Po Paris, mais en fait dans un programme spécial, dans le programme euro-américain, c'est-à-dire que tous mes cours sont en anglais. Et voilà, donc on étudie principalement les sciences sociales et beaucoup d'autres matières comme le droit, l'économie, etc. Et donc c'est vraiment une école qui me passionne et pour l'instant je suis très épanouie dans ce que je fais. Alors définir la femme, je trouve ça hyper compliqué. Une des choses que je voulais particulièrement souligner, c'est que la femme doit aujourd'hui pour moi répondre à des codes. Par exemple le fait de se maquiller, le fait de s'épiler, le fait de devoir répondre à des normes. En fait, la femme du XXIe siècle, c'est une femme dominée. C'est hyper important de le souligner parce qu'on a l'impression que maintenant, avec les vagues de droits, etc., les femmes et les hommes, on pourrait dire qu'ils sont égaux, mais pas du tout. Par exemple, dominés dans l'espace politique. Voilà, quand on voit la mise en place peut-être des quotas, quand on voit qu'il y a seulement 30% de femmes au Sénat, même si c'est en hausse et que là, il y a actuellement énormément de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui est un exploit, ça reste toujours pas égalitaire à mon goût. Donc dominer dans l'espace politique, dominer au niveau économique, avec une inégalité salariale, pardon. La domination, ça passe aussi par la représentation de la femme, pour moi, et montrer justement une femme toujours bien maquillée, une femme toujours bien épilée, une femme qui doit toujours paraître belle, paraître sexy, paraître attirante, être une bonne mère, etc. Ça renvoie à cette idée de on nous range dans des cases. Ça, c'est aussi important de souligner pour les hommes, par exemple, le fait qu'il y ait plus de jeunes hommes étudiants, enfin jeunes, qui se suicident que les jeunes femmes. Parce que justement, les jeunes hommes aussi subissent une pression énorme. Donc par exemple, être un homme viril, être un homme fort, ne pas pleurer, etc. Donc la femme, pour moi déjà, ça doit passer aussi par une relation avec l'homme. En ce moment, je suis en train de lire un livre, alors ça fait complètement cliché, mais le livre de Ségolène Royal, ce que je peux enfin vous dire, et elle en parle vachement dans ça, comme quoi être une femme de pouvoir et être une femme qui veut accéder au pouvoir pour se défendre et pour défendre autre chose. Le fait que c'est hyper compliqué, qu'on a beaucoup plus d'embûches qu'un homme, qu'à l'Assemblée nationale on peut se faire huer, qu'il y a des députés qui font cote-cote quand on rentre dans l'Assemblée, enfin c'est des choses comme ça qui paraissent mais aberrantes. Ségolène Royal, c'est une des femmes qui, pas dans son cabinet mais dans son staff, a instauré le fait de, par exemple, ne pas être obligée de faire la bise aux hommes. Et elle raconte, mais ça c'est quelque chose de tout bête, mais par exemple les hommes qui mettent la main dans le cou, les hommes, on sent leur ventre sur nous quand on se fait la bise, etc. C'est des choses... Ça pareil, ça rentre dans le cadre de la domination. Les femmes partout dans la sphère politique sont hyper rabaissées, et hyper en danger même. Partout, comme je dis, voilà, on vend du carrelage, on met une femme comme ça, on va dans le métro, les femmes se font frotter, dans la sphère politique, dans l'industrie du cinéma, enfin c'est partout en fait. Donc c'est quelque chose qui est tellement intériorisé que c'est compliqué de... Il y a eu le mouvement MeToo. Moi, je suis en colocation avec 2 garçons qui ont passé le concours Sciences Po en même temps que moi et qui viennent de la même école que moi. J'ai parlé avec les garçons et ils se rendaient pas... C'était flagrant de voir à quel point ils se rendaient pas compte que ça pouvait toucher tout le monde, en fait. Que moi, par exemple, je m'étais déjà fait siffler, que dans le métro, il y avait déjà des gens qui s'étaient un peu frottés, etc. Et ils étaient là, mais non, mais c'est pas possible, pas toi.
Enfin, ça arrive, voilà, ça arrive aux autres, ça arrive à une minorité de femmes, c'est un petit truc. J'étais là, mais non, en fait, enfin, c'est quelque chose qui est tellement commun que même les hommes se rendent pas compte. Par exemple, le soir, quand on rentrait de fête, ou voilà, etc., moi, je demande toujours, enfin, est-ce que vous rentrez à quelle heure, est-ce que je rentre avec vous et tout. Et ils avaient jamais compris que c'était parce que je voulais pas rentrer seule, en fait, je voulais pas rentrer seule dans le noir. Et pour eux, ça s'est jamais posé, quoi. Pour moi, il y a un truc hyper important, c'est par rapport aux jeunes. La génération Instagram, la génération Twitter, etc. Tout ça, c'est une génération un peu de fake, où on montre une vie qu'on n'a pas forcément, et je suis la première à le faire aussi. Et je pense que ça, c'est dangereux pour la femme, parce que ça nous remet aussi dans notre truc, bah voilà, tu dois être belle, tu dois prendre des photos en étant belle, quoi. Et donc pour moi, ça, c'est aussi dangereux. Donc le fait qu'il y ait une journée de la femme, ça représente quand même qu'il y a bien un problème. Il n'y a pas de journée de l'homme, l'homme en tant qu'homme. Ça représente déjà que on doit payer un tribut à la femme. Pourquoi ? Voilà, c'est quelque chose de très bien. Ça permet d'en parler, ça fait ressortir des nouvelles choses. Les femmes se réunissent aussi à cette idée de soutien que j'aime bien. Mais c'est pas forcément j'aime bien ou je n'aime pas. Voilà, je trouve ça bien parce que justement on en parle, que ça permet de faire cette interview et d'avoir la parole un peu plus libérée. Mais c'est pas, c'est triste de devoir faire cette interview, enfin que je dois être là en tant que femme pour parler des femmes, alors que moi, comme je disais, je pense qu'aussi la libération, l'émancipation de la femme en général, ça passe aussi par les hommes, et de devoir en parler, de devoir parler de tous ces problèmes qui devraient juste pas exister, quoi. Je comprends pas comment les femmes peuvent arriver à une émancipation ou à une égalité à peu près correcte avec les hommes si même les hommes qui représentent la moitié de la population ne se rendent pas compte qu'elles sont discriminées, en fait. C'est pas parce qu'on est différent, même physiquement, ça s'est prouvé que les hommes ont une masse musculaire un peu plus importante que les femmes, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire que les hommes doivent tous faire plombier et les femmes doivent toutes faire, je sais pas, aide à la maternelle. Enfin, c'est stupide. Je pense quand même qu'on est dans une ère d'émancipation, dans le sens où il y a beaucoup plus de libération de la parole. Le fait, par exemple, c'est tout bête, mais qu'il y a eu beaucoup plus de choses qui sortent sur la masturbation féminine, qu'on a appris que la forme d'un clitoris avait telle forme il y a à peine 2-3 ans. Enfin, pour moi, ça, c'est des choses hyper révélatrices qui montrent que la femme, le féminin en général, le corps féminin ou le féminin lui-même, a toujours été mis de côté et qu'il a toujours été dominé, entre guillemets, et dévalorisé par rapport au masculin. Donc pour moi, ça, c'est hyper important. Et ouais, le fait qu'aujourd'hui ça se libère et que ça me rend très heureuse, et de pouvoir en parler, de pouvoir faire cette interview, et voilà, je trouve ça génial. 1967. Loi Neuwirth. La contraception devient légale. Bonjour, je m'appelle Evelyne Blin, j'ai 69 ans. Je suis à la retraite, mais j'ai travaillé toute ma vie, bien qu'ayant eu 2 enfants, j'ai toujours travaillé. Ma définition de la femme contemporaine. Si je fais un petit comparatif avec ne serait-ce que ma mère, c'est certain qu'il y a eu de grandes évolutions. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. Le fait qu'une femme ait pu avoir son propre compte bancaire, la femme n'avait pas de compte en banque. Si elle avait besoin d'argent ou de quoi que ce soit, c'était le mari qui décidait. Heureusement, on n'en est plus là. Et je vous parle de ça, donc c'est maman, c'est pas très vieux. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est que à travail égal, la femme est loin de gagner, même quelquefois en ayant des diplômes supérieurs à l'homme, au même poste, elle sera payée moins. Ça, je trouve ça carrément inadmissible. Égalité des salaires hommes-femmes votée en 1972, c'est pas très récent justement. Malgré cette loi qui date de 1972, donc depuis des décennies, c'est toujours pas appliqué. Et on se dit, ça sera appliqué quand ? Enfin, les femmes sont tout aussi diplômées, tout aussi compétentes. Pourquoi on les marginalise comme ça ? J'ai eu un patron qui me disait le seul critère idéal, c'était la vieille fille. Donc pas d'enfant, pas de mari, entièrement disponible pour le patron. Même aujourd'hui, je pense que beaucoup de patrons vous diront qu'ils ne confient pas de grosses responsabilités. Enfin, il y en a des femmes qui ont des grosses responsabilités, mais il y en a qui sont capables de les avoir et qui ne les ont pas, parce que le patron vous dira « Ah, mais oui, mais madame, elle est jeune, elle est mariée,
il va y avoir des grossesses, il va y avoir des congés parentaux, il va y avoir des congés maladie pour enfants, des jours de congés pour les maladies d'enfants. Donc vous comprenez bien que moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit toujours là, disponible. Voilà. Là encore, ça commence à évoluer. Il y a des entreprises où les papas peuvent prendre des jours. Si on est différent, l'égalité c'est ça. Maman prend quelques jours de congé quand l'enfant est malade, et puis la fois suivante, c'est papa qui fait. Mais encore faut-il avoir une entreprise qui l'accepte. La journée de la femme. Je vais vous dire oui, pourquoi pas. Il y a des journées pour tout maintenant. Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous apporter l'égalité, la parité? J'en suis pas convaincue. Ça peut pas être négatif. On voit que les incivilités par rapport aux filles progressent au lieu de régresser. Mais je pense qu'on vit une époque difficile à tout point de vue, et pour les jeunes ados par exemple, ou les jeunes femmes, c'est vrai que ça reste compliqué. On doit trouver un équilibre. On doit arriver à vivre ensemble. On y arrive quand même un peu. On devrait pouvoir trouver un juste milieu. Oui, on en est encore loin. La preuve, c'est que, je vous dis, dans les staffs dans les entreprises, il y a plus d'hommes que de femmes. Au gouvernement, même s'ils ont fait un effort, ils commencent à faire des efforts, mais on en est encore loin. Non, je pense qu'il y a encore du travail. Même si ça a bien changé, mais il y a encore du travail. 1975. Loi Veil. Autorisation de l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Je m'appelle Mathilde Laurent-Poron, j'ai 26 ans, je suis infirmière en soins de suite et réadaptation depuis 2 ans, je bosse de nuit. La femme contemporaine, c'est une femme active qui mène de front une vie professionnelle avec une envie de carrière, de réussite, et une vie familiale dans laquelle elle a un rôle de mère, d'épouse, de mère ou pas d'ailleurs, d'épouse, de compagne, conjointe, etc. C'est une femme qui mène de front aussi des activités en dehors de la maison et du travail, parce que de plus en plus de loisirs, d'accès aux loisirs, à la culture, etc. Et qui y arrive plutôt bien. Je crois que c'est dans les années 70 que les femmes ont pu s'inscrire à l'université sans l'accord de leur mari. L'université, après le bac, 18 ans, de leur mari. Voilà. Si on revient à même pas il y a 100 ans, il y a 50 ans, la place de la femme c'était à la maison, avec le droit de vote tout juste acquis, et le droit d'ouvrir un compte en banque, mais avec l'accord de son mari. Donc non, on a plutôt bien avancé sur certains points, pas sur tous. Mais aujourd'hui, la femme contemporaine, c'est une femme active qui peut faire légalement, qui a le droit de faire autant de choses qu'un homme. Même quand l'année dernière j'ai changé de boulot, je suis allée bosser dans un laboratoire pendant 6 mois, ils ont embauché une jeune femme de 25 ans qui vivait en concubinage depuis 5 ans, qui n'avait pas d'enfant. Ils m'ont demandé, vous avez pour projet d'avoir un enfant? J'ai dit oui, et j'ai signé mon contrat la semaine d'après. Et je suis tombée enceinte le mois d'après. Comme c'est un métier de femme, j'ai pas subi les discriminations que d'autres femmes auraient pu subir dans d'autres branches de métier. Le fait que je sois tombée enceinte, c'était pas un problème. Grossesse à risque, donc à surveiller. 13 novembre, première échographie. Non, en fait, la madame, vous allez vous arrêter. Et vous allez vous arrêter jusqu'aux 12 semaines révolu. Le chef était pas très très contente, et puis en fait quand le 24 décembre mon médecin m'a dit non, en fait tu vas être arrêtée toute ta grossesse, tu vas faire une grossesse canapé. Donc j'ai été arrêtée à 1 mois et demi de grossesse, mais surtout j'ai été arrêtée 1 mois après être rentrée dans l'entreprise. Donc je les ai mis dans une situation délicate parce que ils étaient obligés de me payer puisque j'étais embauchée, j'avais un contrat de travail, mais en même temps je pouvais pas venir travailler. Et donc du coup ils étaient obligés de payer quelqu'un d'autre, et autant quand c'est un salarié qui est là depuis des années, etc., c'est prévu, on le sait, c'est pas un souci. Mais là, une toute jeune embauchée, même ma chef qui était une femme, pourtant, m'a reproché d'avoir
d'avoir, comment elle m'a dit, manqué de conscience professionnelle et signé mon contrat en sachant que j'étais enceinte, ce qui est complètement faux. Je les ai mis dans une situation délicate dans le sens où c'était prévu que je fasse un bébé, ils le savaient, c'était pas prévu que je sois arrêtée toute ma grossesse. On a essayé de trouver des solutions, mais la législation française protégeant les femmes enceintes, et heureusement, il n'y avait pas de solution pour les arranger, eux et moi. La seule solution, ça aurait été que je démissionne, mais j'avais un peu besoin d'argent quand même, donc je ne l'ai pas fait. Je travaille en gériatrie, donc on a des vieux très très rétrogrades. Et oui, j'ai déjà pris des réflexions, mais par des patients, des réflexions du genre, mais vous n'avez pas une famille à vous occuper? Bah si, j'ai aussi un métier à faire, et puis des sous à gagner. À un moment donné, dans l'inconscient des personnes âgées en tout cas, parce que c'est avec eux que je travaille, la femme ne devrait pas travailler de nuit. Par contre, c'est normal que les infirmières, les aides-soignantes, enfin les infirmiers, les aides-soignants, parce qu'on parle au masculin, ce soient des femmes. Et quand c'est des hommes, ça pose problème. Mais c'est pas normal qu'on travaille la nuit alors qu'on a une famille, qu'on a un mari qui est tout seul à la maison avec les enfants. Mais comment il va faire? En septembre, donc ma fille devait avoir 3 mois à peu près. Je suis sortie avec des copines, voilà, on s'est fait une soirée, on a été au bar. Trop bien. J'ai une de mes copines, une femme, qui me dit qu'est-ce que t'as fait de ta fille? Je dis elle est avec son père. Ah, tu la laisses à ton mari toute seule, t'as pas peur? Je sais pas, a priori on était 2 pour la faire, donc on est 2 pour s'en occuper. Non, j'ai pas peur, c'est un adulte responsable, comme il a 32 ans, il a toutes ses dents, il est vacciné, bon ça devrait le faire, quoi, il devrait s'en sortir. Ah mais du coup, tu lui as laissé quand même ton numéro de téléphone, les consignes, où tu l'as couché avant de partir? Non, j'ai fait pire que ça, je me suis barrée à 16h. Et il se débrouille avec la petite, le goûter, la sieste, le dîner, tout. Mais c'est un grand garçon, vraiment, il va y arriver, hein, il n'y a pas de souci. Et les gens sont surpris que je laisse ma fille à son père. Quand je travaille de nuit, par exemple, oui, ma fille, elle est toute seule avec son père à la maison, et ça se passe super bien. Et pour mes collègues qui ont des enfants en bas âge, c'est impensable, inconcevable, mais tu te rends pas compte, et s'il arrive quelque chose? Oui, mais en même temps, s'il arrive quelque chose avec toi, ça revient au même. Que tu sois un homme ou une femme, a priori. Nous, on a cette différenciation dans le sens où s'il arrive quelque chose avec nous, on est infirmière. Donc, on a les bases, on a les réactions, voilà. On fait partie de ces parents qui sont pas forcément inquiets pour un rhume. A priori, s'il arrivait quelque chose de grave, que ce soit avec papa ou avec maman, la conduite à tenir, c'est la même. Il faut appeler le SAMU, les pompiers, un médecin, mais ça change pas grand-chose que ce soit avec papa ou avec maman. Et c'est pas parce que c'est avec papa que c'est de la faute de papa. Ça c'est compliqué. Le commun des mortels n'entend pas qu'une femme peut se déplacer seule avec son enfant. On est parti avec ma fille, elle avait 2 mois. Ma grande sœur habite à Bordeaux, et donc on s'est fait un road trip mère-fille, sac à dos poussette. On est parti en train pour aller passer une semaine de vacances à Bordeaux chez ma sœur. Et on arrive à Montparnasse et je cherche désespérément les ascenseurs parce que les escalators de Montparnasse ne sont pas du tout adaptés à la poussette. Donc j'étais toute seule, c'est un peu délicat de toujours demander à quelqu'un et puis de trouver quelqu'un parce que c'était pas forcément des horaires de grande affluence. Donc j'ai été trouver un agent SNCF et je lui ai demandé où étaient les ascenseurs. Il m'a regardé de haut en bas en me disant « Mais madame, quand on a un enfant aussi jeune, on ne voyage pas toute seule, enfin. Vous n'avez pas de mari ?» Et c'est encore compliqué dans le quotidien des gens de voir une femme avec un enfant décider de partir en vacances seule. Alors du coup, je me dis, mais les mamans célibataires, mais elles doivent galérer. Mais vraiment, elles doivent se prendre des réflexions à longueur de journée. Et en 2019, ça devrait être communément admis qu'une femme peut être PDG, qu'une femme peut très bien vivre seule et sans enfant par choix, que c'est pas forcément parce que c'est une vieille achat qui n'a pas trouvé l'homme de sa vie. Non, on peut aussi se définir en tant que personne seule et solitaire. Un homme célibataire à 50 ans, ça choque moins qu'une femme célibataire à 50 ans. À partir du moment où il y a les compétences, le sexe ne devrait pas être une discrimination. Et il faut aménager la gare Montparnasse pour les poussettes, putain. C'est n'importe quoi. « 1984. Congé parental autorisé pour chacun des parents. » Alors, je me présente, je m'appelle Muriel Bourguin. Je vais bientôt avoir 62 ans. Je suis pré-retraite. Et moi, c'est Justine Troidec, j'ai 21 ans.
Je suis à la recherche d'emploi, anciennement toiletteuse Cana. Je trouve que la femme, elle a son statut, mais elle n'a pas assez de puissance par rapport à beaucoup de choses, par rapport ne serait-ce qu'au travail, le travail, et puis... Enfin, moi maintenant, mais il y a une période, c'était quand même pas trop le droit à la parole. Un peu plus maintenant, je pense. Oui, un peu plus maintenant. Ouais. Les choses n'ont pas tellement évolué. Moi, j'ai ma fille qui est revenue à la maison il y a un mois maintenant. Étant toute seule, je suis au RSA, je ne gagne que 482 € par mois. J'ai quand même un loyer de presque 300 €. Bon, j'ai pas d'aide. Et ma fille qui vient d'arriver, elle est demandeuse d'emploi, aucune aide, rien. Moi qui ai que 21 ans, j'ai pris mon commerce à 19 ans. Il a fallu quand même bien 6 mois avant que même ma clientèle me fasse confiance, déjà par rapport à mon âge et par rapport à mon sexe, je pense. Même s'il y a aussi une histoire de... Encore, ça existe encore, hein, le métier associé à un sexe. J'ai travaillé dans 2 domaines, dans l'élevage canin et dans le toilettage. En élevage, on verra pratiquement pas de femmes, alors que dans le toilettage, pratiquement que des femmes y travaillent. Et c'est ça qui est encore, on ressent encore l'aspect de la non-puissance de la femme dans certains métiers. C'est-à-dire que la femme n'a pas sa place dans certains métiers, alors que, pourquoi? On ne sait pas. La femme de maintenant, arrivée à un certain âge, n'est pas aidée. Bon, ouais. Non, un homme a aussi beaucoup de problèmes dans certains domaines, hein, mais la femme, un peu plus. Et moi, j'ai 62 ans, j'ai un problème au dos. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans, comme tout le monde de mon âge, ben, voilà. Et après, j'ai été travailleur indépendant dans les meubles, dans l'antiquité. Donc aujourd'hui, j'ai mon dos qui est cassé. Donc, on m'a proposé des travails, je dirais pas ingrats, et par exemple, où il fallait rester debout toute la journée. Bon, moi, c'est pas possible. Après, c'est quand même un truc un peu fermé pour la femme de 60 ans de trouver quelque chose. La retraite à 62 ans, c'est pas la peine, parce que vous savez très bien que quand on a été commerçante pendant 20 ans, on n'a pas de retraite. Et on n'a pas de possibilité de retrouver un travail. Bon, il y a déjà le problème aux Antilles, c'est le transport, c'est pas la peine, c'est nul. Même le travail, il n'y a pas de travail. Et même le travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, et puis même, c'est même pas, là on s'arrête même pas aux Antilles, on va se parler de la région. La région, les caisses sont vides, on va parler comme ça. Là, je me retrouve dans une ville qui est pas au niveau jeunesse, qui est pas vivante. Au niveau recherche-travail, il n'y a rien. Et puis le problème, c'est que si on veut essayer d'aller dans une autre ville dans la région pour essayer de travailler, il n'y a pas de transport. Donc c'est très difficile. Je pense que la femme a tous les jours sa journée. Alors... Non mais voilà quoi. Je pense que quand on est dans une galère, que la journée de la femme existe ou pas, ça sera toujours la même galère. Voilà. Pourquoi ils ont créé la journée de la femme pour certains... Oui, c'est très bien, je trouve ça tout à fait très bien même. Mais je vois pas ce que ça apporte à la femme, cette journée. Mais oui. La Saint-Valentin, par exemple, pour moi, c'est pas... C'est plus... C'est autre chose, la Valentin. C'est commercial, oui, mais c'est commercial. La journée de la femme, pour moi, c'est... Enfin, déjà, si on n'en avait pas parlé, je ne savais même pas la date que c'était. On n'a pas mis vraiment, ou alors peut-être au début, à la création de la journée, peut-être que quelques années après, on y a pensé, mais maintenant c'est devenu une journée comme une autre. Les clichés, la femme est moins forte, la femme est moins... Elle est toujours inférieure à l'homme, dans le sens... un homme peut porter 30 kilos, une femme peut porter 20 kilos. Pourquoi? Parce que la femme est inférieure? Pourquoi? Combattre les clichés. Ça serait bien que même que ça soit dans n'importe quel parti ou dans l'association, qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui aient la parole. Moi j'ai assisté à des réunions par rapport au problème des logements de Habitat. Dans la réunion on était quand même 30 et il y avait évidemment nous et puis Habitat et monsieur le maire. Mais la femme on n'a pas eu la parole, on n'a pas la parole par rapport... Bon, c'est le monsieur le maire, d'accord, mais il devrait se dire qu'il représente, il est maire des Andelys, donc il nous représente. Or, il ne fait rien, pas du tout. Enfin, pour les femmes, déjà, je pense pour les habitants en général, mais d'autant plus que si on est une femme, à la limite, on n'a pas la parole avec lui.
J'ai toujours appris à travailler comme un homme, parce que le métier que je faisais, c'était quand même un boulot assez dur. Il fallait charger les camions, les décharger, les recharger, les redécharger, travailler comme un homme. Non, je pense qu'on était quand même assez respectueux envers moi, parce que aussi on savait ce que je faisais. Si j'ai une anecdote, c'est que j'ai travaillé dans un élevage canin, où j'ai des très bons souvenirs. Mais sachant que c'était un métier d'homme, un monde d'hommes, il y avait beaucoup de discrimination tordue, bien sûr, sexuelle. J'en ai un mauvais souvenir de ça. C'est-à-dire que j'étais la seule femme, donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de travailler dans l'élevage canin. C'est pour ça que oui, je suis partie vers un métier plus féminin, parce que j'en ai perdu un peu de ma féminité personnelle. C'était un métier d'homme, je l'ai compris, j'avais pas ma place, donc il fallait que je t'en aille. Ce que j'ai à dire, c'est que toutes les femmes, qu'elles soient de France ou d'ailleurs, il faut qu'elles continuent à se battre pour exister, déjà, et puis avoir des côtés sympas, meilleurs, en famille, à l'extérieur, avec des amis et même avec des étrangers. Voilà. Il faut que la femme se batte à fond. De s'affirmer, tel qu'on est. 1991. Édith Cresson devient la première femme Premier ministre. Je m'appelle Verouchka. J'habite ici depuis 3 ans, dans l'Eure, à Muy, ce joli petit village. J'ai 66 ans et je ne travaille plus depuis 3 ans. Pour tous les gens qui sont à la retraite, on ne s'ennuie pas, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je ne suis pas une femme au foyer, comme on disait à l'époque de mes parents. J'essaye de me tenir au courant d'un certain nombre de choses qui permettent de réfléchir à notre condition. Certes, il y a des avancées, mais il y a tellement de choses encore à faire. J'ai passé pas mal d'années aux droits des femmes. Il y avait un ministère, ou en tout cas un service assez conséquent, qui s'appelait le droit des femmes. Donc là aussi, il y avait des comités de violence dans les départements, de suivi, on va dire, pour essayer de protéger les femmes. Et puis moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le combat des femmes au niveau professionnel, mais au niveau de sa liberté, de son droit à l'expression, de son droit de choisir la vie qu'elle souhaite. Et la grande avancée quand même pour ma génération, parce que je suis des années 50, c'était le choix d'avoir des enfants quand on voulait, puisque la pilule est arrivée, je crois, dans les années 60. On a eu la chance de bénéficier de ça et de choisir quand on avait envie d'avoir des enfants et de ne pas se laisser imposer une sexualité procréatrice en plus. Pendant toutes ces années du droit des femmes, on était là-dessus. L'égalité professionnelle, au sein des entreprises, c'est toujours un sujet brûlant. La violence faite aux femmes, c'est toujours un sujet brûlant. Ne serait-ce que MeToo et tout ce qui est arrivé dans le monde du cinéma, de toute façon, qui était valable aussi dans la vie quotidienne de tous et de toutes. Moi-même, j'ai vécu des choses en milieu professionnel qui était inacceptable. Oui, c'est pire que tout, traiter comme une femme. Parce qu'on dit traiter comme un chien, mais traiter comme une femme, ça veut dire qu'on nous remet toujours... En fait, on nous remet toujours dans des minorités, finalement. Nous travaillons avec les services publics, et aussi la gendarmerie et la police. Et c'est vrai que les gendarmes et les policiers avaient des formations pour justement recevoir des femmes, voire même maintenant aussi des enfants, parce qu'il y a des structures spéciales ou des gens formés pour recevoir les plaintes. La différence, c'est ça aujourd'hui. Il y a certainement autant de violence, puisqu'il y a, je ne sais pas quel est le nombre de femmes qui sont malheureusement dans des conditions extrêmement difficiles, des vies très difficiles avec un conjoint qui est insupportable. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, les plaintes sont prises en compte. Quand même, on va dire quand même. Et maintenant, un homme qui viole une femme, ce n'est pas passé sous silence quand la femme veut bien
faire acte de dépôt de plainte, il y a quand même des procès, ce qui n'était pas le cas, je sais pas, dans les années 60. Donc, et même alors, et avant encore moins. Je pense que c'est l'omerta, elle a lieu partout. Regarde l'Église. Les problèmes de pédophilie depuis des siècles. Les problèmes de sexualité entre ces hommes et ces femmes qui sont entrés en religion et qui finalement subissaient, mais dans un contexte beaucoup plus fermé que celui de la rue, on va dire, hein, les mêmes choses. Et qu'aujourd'hui, il y a quand même des lois. Tout le monde a fermé sa bouche, alors que des religieuses ont été martyrisées, ont eu des enfants, ou ont avorté obligatoirement, ou quoi encore, ou abandonné leurs conditions ecclésiastiques. Donc c'est terrible quand même. Les lois ne sont pas appliquées parce que il y a toujours l'histoire du profit, quel qu'il soit de toute façon. Hein, du profit sur l'intérêt sur les gens, l'emprise sur les gens. On se demande pourquoi il y a des lois, parce que de toute façon, pour bien des sujets, elles ne sont pas appliquées. Ce ministère qui a existé, mais qui n'existe plus depuis pas mal de temps maintenant, mais il y a toujours un service de droits des femmes. Il y a tellement d'affaires, entre les violences, entre l'inégalité professionnelle, entre l'égalité des chances, entre la discrimination homme-femme. Bon. Il faudrait des équipes qui prennent tous ces sujets à bras-le-corps. Je pense quand même que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, donc il y a un moment maintenant, c'était abyssal. Et qu'aujourd'hui, il y a eu quand même des résultats quand même sur tout ce qui a été. Il y a une prise de parole, il y a une liberté de parole que les femmes se sont accaparées. Disons que ça a libéré en fait des choses que tout le monde savait mais qui n'étaient pas dites aussi clairement. Les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet moi quand je bossais. Si, il y a 10 ans oui, mais pas il y a 20 ans. Il y a 10-15 ans, c'est vrai qu'on n'avait pas ces relais d'information et qui en même temps sont redoutables. C'est quand même de la grosse manipulation maintenant. Et en même temps c'est très dangereux parce que tout est dit et n'importe quoi. C'est qu'on est sur des choses très régressives également. Pour l'avortement, par exemple, il y a quand même des mouvements qui nous disent qu'aujourd'hui, l'avortement, pas possible. Mais je veux dire, j'espère que toutes les femmes qui sont autour de moi, si jamais on revenait en arrière par rapport à ça, on serait dans la rue. Enfin, moi, la première, je veux dire, parce que aller se faire avorter comme a pu se faire avorter nos grands-mères, quand malheureusement ça se présentait, mais on met sa vie en danger. On a le droit, nous, en tant qu'être humain, disposant d'une réflexion par rapport à ce que nous sommes, de choisir si on veut un enfant ou pas. Et les femmes qui se font violer, et les femmes qui ne souhaitent pas d'enfants, ou qui ont une relation accidentelle, et pourquoi elles vivraient avec quelque chose qu'elles n'ont pas souhaité. Je fais partie de ces femmes qui n'ont jamais eu la langue dans sa poche, comme on dit. « 2012, loi du 6 août. Condamnation du harcèlement sexuel. » Je me présente, je m'appelle Nilza Vaz-Gomez. J'habite aux Andelys. J'ai 42 ans. Je suis la maman de 3 enfants. Je suis auxiliaire de vie. Dans la société d'aujourd'hui, la femme n'est pas très écoutée. On n'a pas beaucoup de place dans la société. On s'est senti un peu laissé de côté. Je pense dans tout. Oui, dans la communauté, en fait, la parole d'une femme n'est pas très écoutée. On n'a pas beaucoup de femmes chefs, par exemple.
Je pense justement la parole d'une femme en fait ne compte pas assez. Les hommes ne font pas très confiance aux femmes pour leur laisser le pouvoir par exemple, de gouverner. Je suis ni pour ni contre en fait. La journée d'une femme en fait c'est tous les jours. Il n'y a pas une journée spécifique pour la femme. Après, ça peut compter qu'on nous dédie cette journée-là pour nous faire plaisir, pour marquer un point dans la société comme quoi c'est une journée de la femme elle compte beaucoup, mais en dehors de ça, la parole n'est pas très écoutée. Dans mon sens, oui, il y a beaucoup de choses à améliorer. C'est bien qu'une femme soit indépendante, qu'on ne soit pas toujours à la maison, élever les enfants, faire des enfants. Mais il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Par exemple, donner le pouvoir aux femmes. Oui, la femme, c'est ce que je répète encore, depuis la nuit des temps, la femme a été toujours dominée, on sera toujours dominé. Parce que je pense que les hommes, ils ont peur que... C'est pas une peur en fait, je sais pas, peut-être c'est une préjugé que une femme a de pouvoir ou une femme commande un homme. Je pense que c'est un certain gêne par rapport aux hommes. Et je pense que ça changera pas. Oui, par rapport aux cultures aussi. Par exemple, chez nous, la femme doit rester à la maison avec les enfants, s'occuper de la maison, des enfants, pas beaucoup de travail. Voilà. J'ai une expérience en fait, je pense à une fois quand je travaillais, j'étais dans la pâtisserie. Je voulais donner mon avis à mon chef qui m'a dit, surtout en tant qu'Africaine, hein, je suis noire, donc il m'a dit, c'est pas une noire qui va me dire ce que je dois faire. Alors ça, je me suis sentie quand même rabaissée parce que c'est pas parce que je suis noire que je peux pas donner d'avis. Je pense que c'est un problème d'hommes et femmes et plus la couleur de peau aussi. Oui, c'est très récent. Une femme libre de choisir ce qu'elle veut. Ça peut être une femme seule et heureuse, ou une femme mariée et heureuse. La liberté, juste la liberté.